Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc nous sommes toujours sur nos fermions et les conséquences de leurs statistiques. On a vu que les fermions donnaient un remplissage limité puisqu'ils ne peuvent pas être dans le même état et donc ils doivent remplir beaucoup d'états propres à chaque particule pour pouvoir exister. Donc, d'une manière générale, les états ont des énergies différentes et on peut les classer par énergie croissante. Les particules remplissent préférentiellement les états d'énergie les plus faibles, parce que ce faisant, cette énergie est libérée et donc le système est plus stable. Donc ils remplissent des énergies de plus en plus grandes. Et si l'énergie est limitée, ces particules ne pourront pas remplir d'états d'énergie plus élevés, encore plus élevés. Elles ont donc tendance à remplir complètement les états de faible énergie avec une particule par cellule dans le cas des fermions. Donc ce remplissage progressif est vrai de toutes les particules, y compris les bosons, mais pour les fermions, c'est bien sûr une particule par cellule. Typiquement, un remplissage prend donc une forme très ramassée, comme ceci. Donc si on trace un graphique avec l'énergie des états et le nombre de particules par groupe d'états ou par domaine, là où le nombre d'états qui sont occupés, on obtient typiquement une courbe comme ceci, avec un seuil EF et une courbe à peu près symétrique autour de ce seuil. Le niveau EF est appelé niveau ou énergie de Fermi. À la température du zéro absolu, seuls les états sous l'énergie EF sont remplis et ils le sont tous. C'est comme ça qu'on définit EF en fait. Et si plus d'énergie est disponible, donc une température plus grande, les particules tendent à occuper des états d'énergie un peu plus grandes. Mais d'assez peu, car cette énergie EF est assez élevée, et donc l'écart ici va correspondre grosso modo à kT, c'est-à-dire l'énergie disponible grâce à l'agitation thermique pour aller au-delà de ce remplissage. N'oublions pas qu'on a une particule par cellule, mais en tout, on a des milliards et des milliards de particules. Donc, beaucoup de cellules occupées. Et donc, dans cet ensemble, énormément de cellules d'énergie très grande, et donc l'énergie EF très élevée. À très haute température, il y a alors, voilà donc pour nos fermions. Voyons maintenant le cas des températures très élevées. Donc, à très haute température, il y a beaucoup d'énergie disponible. L'énergie thermique était importante, et donc le nombre d'états microscopiques disponibles, avec des grandes énergies, devient très grand. Les N particules disponibles peuvent donc se répartir dans un nombre extrêmement grand de cellules et de domaines. Vu le nombre de particules N beaucoup plus petit que le nombre d'états microscopiques possibles, on va avoir des particules disposées de ci, de là, dans des cellules, avec beaucoup de cellules vides. Dans ces circonstances, si ces particules étaient classiques, la probabilité d'avoir deux particules dans la même cellule devient très faible. Tout comme le fait, si vous aviez une boîte, non plus avec 2 compartiments, mais avec 1000 compartiments, vous placez 10 particules au hasard, il y a peu de chances que 2 se retrouvent dans le même compartiment. C'est la même chose qu'un trappeur qui est dans les grands espaces vides de l'Alaska et qui donc croise peu de monde dans ces régions plutôt désertiques. De même, si on a une particule dans la cellule X et une autre particule dans la cellule Y,
un peu plus tard, les particules évoluent, changent d'état, et le fait qu'un peu plus tard, on trouve l'inverse, c'est-à-dire la première particule se retrouve dans la boîte Y, la cellule Y, et l'autre dans la cellule X, par hasard, elle s'inverse, ça a très peu de chances de se produire. Donc, des échanges de particules sont rares. Dans ces circonstances, le fait qu'une particule soit un boson ou un fermion ne joue pas beaucoup, puisque le caractère indiscernable n'intervient pas beaucoup, puisqu'il y a peu d'échanges, et le fait qu'elles ont un caractère grégaire pour les bosons ou qu'elles obéissent au principe d'exclusion ne joue pas non plus beaucoup, puisqu'il est rare qu'elles se retrouvent de toute façon dans le même état. Le comportement des particules quantiques doit donc s'approcher du comportement des particules classiques. On montre, par simple calcul, que les valeurs des WI tendent vers les valeurs classiques que nous avons vues. GI exposant NI, j'avais dit qu'il y a des formules combinatoires un peu plus compliquées pour le cas des bosons des fermions, et on montre que pour NI petit par rapport à GI, les valeurs tendent vers la valeur classique GI exposant NI. De même, la distribution statistique des grandeurs physiques, dictée par la statistique de Bose-Einstein ou de Fermi-Dirac, tend vers la distribution de Maxwell-Boltzmann. En fait, il reste une chose qui est différente, puisque les particules restent indiscernables. Donc, on continue à avoir W0 égale 1, qui est beaucoup plus élevé dans le cas classique. Toutefois, même dans le cas classique, pour un nombre de domaines donné, donc une situation physique donnée, la valeur de W0 est une constante. Elle n'intervient donc pas beaucoup dans les relations qui sont tirées des distributions statistiques. Si ce n'est sur un cas, c'est l'entropie totale, qui est plus faible pour les particules quantiques d'une constante qui est donnée par K ln de W0. Puisque en fait, W c'est W0 fois les WI, les différents WI, en prenant le logarithme, donc l'entropie totale, c'est logarithme de W0, ça devient une addition, nous l'avions vu, ln des WI, les sommes cette fois-ci, et donc on a fois K pour avoir l'entropie, et donc on a cette constante qui vient s'ajouter. Mais c'est une constante, donc elle ne change pas les processus physiques, c'est simplement la valeur numérique de l'entropie qui change. L'entropie est une grandeur mesurable, donc là on peut voir une différence au niveau des mesures, mais ça n'influe pas sur les phénomènes physiques et leur déroulement. On parle ainsi, avec cette constante qui disparaît dans le cas des particules quantiques, on parle de statistiques de Maxwell-Boltzmann corrigées. On comprend donc que, sauf dans certaines circonstances un peu particulières, les aspects quantiques qui sont liés aux statistiques de Bose-Einstein et de Fermi-Dirac ne se rencontrent que si la température est suffisamment basse pour limiter le nombre d'états disponibles et mettre ainsi en exergue les aspects quantiques de ces statistiques. À très haute température, on a juste un comportement classique. Typiquement, ce sont plutôt des très basses températures, assez proches du zéro absolu. C'est dans ces domaines des très très basses températures que l'on va voir ces comportements quantiques. Mais il existe aussi des exceptions. Il y a des exceptions.
Donc il est temps maintenant de passer aux applications. On est suffisamment outillé pour comprendre ces applications. On a vu la thermodynamique, on a vu la physique statistique, on a vu beaucoup d'aspects théoriques. Donc, à partir de la prochaine vidéo, nous allons commencer les applications. Alors, soyons clairs, le nombre d'applications est faramineux. C'est pas des centaines, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'applications. Des applications théoriques, des applications pratiques qu'on peut réaliser en laboratoire, des applications qui sont même utilisées dans l'industrie ou dans des appareillages qu'on retrouve même dans le commerce. Il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. La physique statistique se retrouve presque partout. Dès que l'on a des systèmes macroscopiques, un peu complexes, qu'on doit décrire, dont on doit décrire les propriétés à partir des propriétés microscopiques, hop, la physique statistique apparaît, et c'est extrêmement fréquent. Donc on ne va pas voir une liste exhaustive de toutes les applications. C'est absolument impossible. Mais on va seulement en voir quelques-unes. Une petite dizaine, je ne sais plus le nombre que j'ai prévu, une petite dizaine. On va voir quelques applications. On va voir celles qui sont les plus importantes. Ce sont parfois aussi parmi les plus frappantes, hein, les plus spectaculaires parfois, et celles qui sont les plus caractéristiques pour illustrer ce qu'on a vu. Et dans la prochaine vidéo, nous allons commencer par quelque chose de simple qui concerne surtout la thermodynamique. Nous allons parler des machines thermiques. Je vous remercie.